Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Entre deux News sur les antennes de Reflet TV. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet brûlant, la présidentielle ivoirienne de 2025 avec un focus particulier sur le Front populaire ivoirien FPI et l'opposition à l'épreuve de la Commission électorale indépendante CEI et des divisions internes aux partis politiques ivoiriens. Nous recevons pour cette émission deux invités, Liagnan Ferdinand, vice-président du FPI chargé de la région Abidjan-Lagune et porte-parole adjoint du Front populaire ivoirien. Bonsoir Liagnan Ferdinand. Bonsoir. Merci d'avoir honoré encore notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et un second invité, Arsène Anouma, analyste politique. Bonsoir Arsène Anouma. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Merci d'avoir honoré notre invitation également. Ensemble, nous décrypterons les défis actuels du FPI et l'opposition face aux enjeux électoraux de 2025. Tout de suite, alors parlons de votre nomination, Liagnan Ferdinand. Que représente pour vous cette nomination en tant que vice-président en charge de la région Abidjan-Lagune et porte-parole adjoint du FPI? Alors, vous me donnez l'occasion d'exprimer devant la nation toute ma gratitude et ma reconnaissance au président Pascal Affi N'Guessan qui, au-delà de nos espérances, renouvelle la confiance qu'il a en ma modeste personne pour l'aider dans sa tâche à diriger au mieux le Front populaire ivoirien, à consolider nos bases dans les différents départements que nous avons déjà. Et pour moi, c'est lui marqué aujourd'hui ma reconnaissance. Et cette nomination, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, hein? Oh, mais c'est, j'allais dire, l'achèvement d'un parcours ou la reconnaissance de ce qui a été fait. Donc, c'est comme tout bon homme qui a réussi un exploit et donc qui est tout heureux. Je suis heureux et c'est pourquoi j'exprime ma reconnaissance au président Pascal Affi N'Guessan. Est-ce à dire que votre poste occupé par le passé est aujourd'hui vacant? Non, le poste... C'est de la jeunesse. Alors, il faut faire la part des choses. Déjà, je suis le secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Okay. Et dans quelques semaines, ce sera la fin de ce parcours, de cette aventure que j'ai commencé depuis 2019 avec les jeunes du Front populaire ivoirien. Et concomitamment à cela, afin de participer aux prises de décision au sein du parti, il a été jugé bon par le président de nous inviter à la table des décideurs en nous nommant déjà secrétaire général adjoint, parce que c'est à ce titre-là seulement qu'on peut participer au secrétariat exécutif. Et puis après, au vu de ce que vous avez fait comme travail, on peut vous faire monter de grade et c'est ce qui a été fait. Mais je signale que j'ai été déjà nommé vice-président depuis 2021. Depuis 2021, j'ai été vice-président et j'avais à charge l'animation politique et la mobilisation au sein du Front populaire ivoirien. Après, je suis devenu vice-président de région chargé de Abidjan Sud 1, donc les communes de Port-Boué et Makori. Et puis, au dernier remaniement, il m'a été confié la charge de diriger la prestigieuse commune de Cocody et annexée par la commune de Bingerville. Bien. Arsène Anouma, il y a eu des réaménagements ces derniers temps au sein du Front populaire ivoirien. Quelle lecture faites-vous de tous ces réaménagements intervenus? D'abord, je voudrais demander à M. Lia, est-ce que sa nomination n'est pas le fait de sa fidélité à l'endroit du président Affi au lieu d'être le couronnement de sa compétence intrinsèque? Alors, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous, journalistes, analystes, de juger quitte de la compétence ou de la loyauté, mais je pense que les deux vont de pair. On peut être loyal et ne pas être compétent. Parce qu'à côté du président Pascal Affi N'Guessan, il peut y avoir des gens loyaux, mais qui n'ont pas la compétence nécessaire. On peut faire prévaloir la loyauté sur la compétence aussi. Hein. Oh non, pour quelqu'un qui a été Premier ministre dans ce pays, je pense que la compétence prévaut sur la loyauté. Parce qu'on peut être loyal et ne pas être compétent. Or, dans ce que nous sommes en train de faire, il faut quand même une bonne dose de compétence avant même d'être loyal.
Et Arsène Anoma, quelle lecture faites-vous de tous ces réaménagements intervenus ces derniers mois au FPI? Pour moi, ma lecture, cette lecture-là est la résultante, je dirais, d'un coup de gueule ou bien d'un mouvement d'humeur de certains cadres et militants du FPI vis-à-vis de la nouvelle orientation politique que le président Afi souhaitait donner au parti et vis-à-vis aussi de sa gestion actuelle et passée du FPI. Et pour moi, je me dis que ces réaménagements, c'est plutôt le désir du président Afi de mettre à l'écart ou bien de mettre sous les ténoirs des personnes qui l'empêcheraient de tourner en rond ou de mener la barque du FPI à sa guise, selon son bon vouloir. Donc pour moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont des réaménagements qui ne sont pas, je dirais entre guillemets, démocratiques, mais c'est plutôt des réaménagements qui sont dus au désir personnel par rapport à un agenda personnel du président du FPI. Bien, des réaménagements qui ne sont pas démocratiques. Et sur ce même plateau, le vice-président Godé également disait que les décisions prises par le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, en tout cas, ne sont pas démocratiques. Comment vous réagissez face à ces sorties-là? Vous savez, quand j'écoute les analystes souvent parler de démocratie, je me demande s'ils ont été une fois eux-mêmes présidents d'une association. Parce que c'est quand on a fait l'expérience. Pour mon cas personnel, je l'ai été. Alors, si vous avez été, il est arrivé parfois où votre pouvoir discrétionnaire vous a donné le droit d'agir. Mais le pouvoir discrétionnaire ne doit pas mettre à mal la machine commune. Non, ça c'est, je dis, vous avez un objectif en tant que président. Et quand vous étiez président de votre association, vous aviez un objectif. Il fallait atteindre cet objectif. Et donc, ce ne sont pas des quelques mécontentements qui, ma foi, sont mineurs, qui vont vous empêcher d'atteindre l'objectif que vous visez. Et l'objectif visé ici par le Front populaire ivoirien, c'est d'aller au combat de 2025 et d'espérer gagner les élections de 2025. Est-ce que ce sont les objectifs du FPI, mais les objectifs du président Afi? Ce sont les objectifs du Front populaire ivoirien. Et celui qui incarne ces objectifs, c'est le président Pascal Affi-N'Guessan. Faire la dissociation entre ces deux, c'est être dans l'erreur. Et cette erreur peut être fatale. C'est pourquoi elle a été fatale. Oui, mais ceux qui font cette dissociation, dont vous-même. Parce que vous êtes en train de dissocier. Moi, je fais une lecture. Non, vous faites la lecture pour avoir été. Je vous ramène donc dans votre rôle de ce que vous étiez. Vous étiez président d'association. Oui. Vous aviez un objectif. On ne peut pas vous dissocier de l'association que vous dirigez. Oui, mais l'objectif doit être atteint de façon collégiale avec la direction. Parce que ceux qui ont été écartés, ce sont des hauts cadres du parti. Mais ils ce sont des gens qui ont été avec le président Afi, qui ont un certain vécu avec le président Afi, comme vous l'avez. Ce sont des personnes qui occupent actuellement des responsabilités issues des élections passées où le FPI était en alliance avec le RHDP. C'est des personnes qui comptent au sein du FPI. Je ne pense pas aussi que ce sont des parvenus ou bien des derniers venus sur la scène politique. Vous savez, donc je pense qu'eux aussi sont venus par l'intérêt du parti. On va laisser Liane Ferdinand répondre. Allez-y. Votre lecture, elle est bonne de l'extérieur. Votre lecture, elle est bonne de l'extérieur. Ce sont des personnes qui ne sont pas des parvenus. Et d'ailleurs, nous respectons leur position. Nous respectons leur position, nous respectons la façon dont ils veulent mener le débat. Mais nous disons que cela ne doit pas se faire dans l'irrespect de ce qui nous oriente nous tous. Vous voyez, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on lui donne pouvoir d'agir en notre nom et lui nier les compétences. C'est ce que nos camarades ont voulu bien faire. Vous avez dit qu'ils sont des élus. Oui, mais ils sont des élus. Et alors? Et donc, comme ils sont des élus, le bateau doit aller là où il ne doit pas aller. Parce que leur problème, que vous ne voulez pas peut-être révéler, c'est qu'ils nous demandent d'accompagner le RHDP aux élections de 2025. Pas forcément. Monsieur, ça, c'est une lecture que vous faites aussi. Non, je ne fais pas de lecture. C'est une lecture. Je vous dis ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Mais comment vous pouvez faire un procès d'intention à des gens? Je ne fais pas de procès d'intention, je dis ce qu'ils disent. Puisque nous en avons parlé en instance, leur problème, c'est que le Front populaire ivoirien, et c'est d'ailleurs l'ancien secrétaire général, M. Issaka Sangaré, qui l'a dit
Il a même dit au président du Front populaire ivoirien, sans gêne, que je ne te vois pas en train de gagner les élections de 2025. Le mieux, c'est que tu ne sois pas candidat et qu'on accompagne le candidat du RHDP. Monsieur, c'est une injure. Quand on a des objectifs à atteindre, le mieux, pour ne pas échouer, il faut donc essayer. Si nous devons perdre les élections de 2025, ce n'est pas en y allant pas. Nous devons les perdre parce que nous avons participé. Moi, j'ai écouté Maître Dago. Vous avez écouté Maître Dago. Est-ce que vous avez écouté Issaka Sangare? Bien, merci. Allez-y rapidement. Maître Dago a dit qu'il souhaitait être président du FPI parce qu'il s'estime être le mieux placé pour mener le FPI à la victoire. Et qu'il l'en empêche? Ça veut dire que... Mais qu'il l'en empêche? Ça veut dire qu'il n'a pas pour objectif de livrer le FPI pieds et points liés au RHDP. Donc demandez-lui qu'est-ce qu'il fait avec Issaka Sangare qui lui dit... Maintenant, je vais vous donner une condition, s'il vous plaît. Si je veux rétorquer par rapport à... Attendez, qu'il aille rapidement, vous aurez l'occasion de rebondir. Allez-y rapidement. Si je veux rétorquer, je pourrais vous dire aussi que les dissidents, comme on peut les appeler actuellement... Non, ils ne sont pas dissidents. Non. Ils ont créé un courant au sein du parti. Ne leur prêtez pas d'attention. Je viens, d'accord. Ces personnes qui ont été exclues, ça au moins ils ne sont pas exclus. Non, ils ont été relevés de leur fonction. Mais ils ne sont pas exclus. Bien. Il faut dire analyste, faites attention aux mots que vous prononcez. Non, moi je vous laisse gré de vos mots. Ces personnes qui ont été relevées de leur fonction... Il faut qu'on dise les mots justes. Bien, ok, c'est bien compris. Allez-y, posez votre question rapidement. Ces personnes-là peuvent aussi dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que le président Afi... qu'on pourrait dire qui est victime du syndrome de Stockholm, veut ramener le parti à quelqu'un qui l'a traité d'enveloppe vide. Et vous, en tant qu'analyste, c'est où vous avez entendu le président Pascal Affi N'Guessan le dire? Mais ces derniers mois, on voit des rapprochements, vous l'avez entendu, des rapprochements entre le FPI et le PPACI. Au funérailles pour aller présenter ses condoléances. Le Front populaire ivoirien a fait une délégation pour aller aux obsèques du président Bédié. Est-ce que ça veut dire que nous sommes en alliance avec le PDCI? Pourtant, on se souvient que le PDCI n'a pas salué. Alors, non, je vous demande. Ça dit que merci à de Côte d'Ivoire, vous devez faire. Nous allons poursuivre le débat. Alors, quel est aujourd'hui l'état d'esprit au sein du FPI face au défi électoral de 2025? Mais nous sommes en train de nous préparer. Déjà, nous préparons le congrès qui aura lieu le. Qui n'est pas sûr d'avoir lieu. Ça, c'est vous qui le dites. Nous, au sein du Front populaire ivoirien, nous sommes en train de nous organiser pour aller au congrès les 8 et 9 novembre à Yamoussoukro. Bien. Et c'est à cela que nous sommes en train de nous atteler. Tout le processus a été déclenché. Il poursuit son cours jusqu'au 9 novembre 2024 à Yamoussoukro, où un nouveau président sera élu entre Pascal Affi N'Guessan et Maître Dabo Godé, et un candidat du Front populaire ivoirien qui sera choisi. Voilà donc ce à quoi nous sommes actuellement à l'état en train de nous atteler. Vous faites fi des récriminations de Maître Dago. Alors nous aurons l'occasion dans quelques instants d'aborder ce point-là, mais avant, Arsène Anoma, la relation entre le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan et ses fidèles compagnons de lutte ne serait plus au beau fixe, notamment avec Issaka Sangare, Diabaté Bey et Dagbo Godé. Que vous inspire cette situation? Bon, moi je pense que tout cela, c'est la résultante de la gestion approximative, cavalière du président Affi, qu'il fait du FPI. Maître Dago l'a dit lorsqu'il était à l'émission, il le dit souvent, le président Affi est à sa 4e alliance, si son alliance avec le PPACI se fait. Il n'y a jamais eu de bilan des alliances. Au sortir de son désamour avec le PPACI, je pense qu'il avait été convenu que le FPI n'entrerait plus en alliance avec le PPACI, tout. Aujourd'hui, on pense, même si M. Lia refuse de le reconnaître, que le président Affi veut rejoindre le PPACI dans une nouvelle alliance. Ce qui fait que ces personnes-là, qui ont été relevées de leurs fonctions, disent non. Parce qu'on ne peut pas... Mais le FPI n'a pas encore répondu à l'appel de Benoît. Oui, ils n'ont pas encore répondu à l'appel de Benoît, mais ces personnes relevées de leurs fonctions ne sont pas des personnes nées de la dernière pluie. Ils ont un vécu politique, ils savent ce qui se passe, ils font des lectures politiques. Et je pense que leurs actes, c'est la résultante de plusieurs réflexions qui sont issues d'actes officieux ou officiels posés par le président Affi de façon cavalière, ce qui les a amenés à prendre ce genre de décision. Bien, Lia Ferdinand, que pensez-vous des tensions internes actuelles au sein de votre parti, notamment la saisie de la justice par Maître Dagbo Godé? Bon, vous savez, c'est de son droit. Hein? C'est de son droit. Quand on a
été dans la haute direction d'un organisme comme le Front populaire ivoirien et qu'on n'a pas été capable de pouvoir user de tous les moyens internes pour arriver à la promotion de la démocratie, ben, ce qui reste, c'est la justice. Et donc, je pense que c'est de son droit d'y aller. Seulement, il se trompe de route, il se trompe de voie. Et si donc, dans ce que j'ai dit précédemment... Tromper de route, c'est-à-dire aller vers le RHDP, c'est se tromper de route, c'est ça? L'objectif est d'accompagner le RHDP dans sa quête du pouvoir en 2025 au détriment du Front populaire ivoirien et donc de compter sur la justice ivoirienne pour, j'allais dire, retarder le processus enclenché par l'organisation de ce congrès, ben, c'est de son droit. Mais nous pensons que les juges de Côte d'Ivoire savent lire, ils savent interpréter. Dans les notes que nous avons reçues de M. Dabo Godé, il fait référence à la convocation du congrès, il fait référence aux différents comités centraux qui ont été organisés, mais je m'en vais être un peu stupéfait et ça me désole, moi en tant que jeune qui pense que nos dévanciers sont des maîtres et donc aux sources desquelles nous devons aller nous abreuver, mais nous nous trompons chaque jour et c'est décevant pour nous. Quand un avocat de sa trempe fait une étude, sinon une lecture parcellaire des statuts et règlements intérieurs du Front populaire ivoirien, n'en tire que les partis qui peuvent l'intéresser et corrompre la mentalité des Ivoiriens, l'opinion nationale et internationale, pour moi c'est une désolation. Alors, Maître Dabo dit qu'il n'y a que le secrétariat général qui est censé autoriser à organiser, sinon à convoquer le congrès. Non, je m'en vais lui dire de relire les statuts du Front populaire ivoirien et d'arriver à ce que, à l'article 32, il est bien dit que le comité central peut convoquer le congrès. Et c'est ce que nous avons fait. Et d'ailleurs, ce qui aurait été une joie pour Maître Dabo, c'est que ce soit le secrétariat général qui convoque. Or, le comité central regroupe l'ensemble des militants, sinon des responsables du Front populaire ivoirien avant le congrès. Le secrétariat général n'est qu'une infime partie. Donc, entre le comité central et le secrétariat général, le suprême organe, c'est le comité central. Et c'est lui qui a organisé, qui a convoqué le prochain congrès de 8 et 9 novembre à Yamoussoukro. Alors pour lui, ce comité ne fonctionne pas et serait sous les ordres du président Pascal Affi-N'Guessan. Vous savez, le comité de contrôle ne fonctionne pas. Vous savez, moi, je ne sais pas comment les gens font pour se développer en eux la mauvaise foi. Je ne sais pas comment les gens font. Parce que tu dis qu'un organe n'est pas censé organiser quelque chose. On t'appelle à la table de cette chose et tu y vas. Mais pourquoi donc il a déposé sa candidature? Pourquoi? Il ne reconnaît pas l'organe qui convoque. Il va faire ses dossiers. Dans lesquels dossiers il a dépensé pour prendre une photo d'identité. Parce qu'il a quand même dépensé de l'argent, même si c'est 500 francs, pour se prendre une photo d'identité. Alors donc lui, il dilapide son argent pour aller répondre à des choses inutiles? Non, je ne crois pas. Bien. C'est donc l'expression d'une mauvaise foi calculée qui est en train de se faire. Et malheureusement, cela est moi, je en pense train de que la mauvaise foi est la chose la plus partagée dans ce monde. Alors que sous-entend donc cette énième crise au FPI, laquelle oppose vêtement Maître Dabo Godé au président Pascal Affi-N'Guessan, qui a annoncé depuis le mois de septembre dernier la rupture de son partenariat avec le RHDP. Non, comme je l'ai dit tantôt, pour moi, ça sous-entend que la gestion du président Affi n'est pas acceptée par une bonne frange du FPI qui considère sa gestion comme un échec. Parce que Maître Dabo l'a dit, et lorsque nous faisons par exemple le bilan de l'alliance entre le FPI et le RHDP, le bilan de l'alliance il est positif. Le FPI s'en sort avec plusieurs postes électifs. Et au sortir de l'alliance,
le président Afi a représenté le président Ouattara au Ghana aux obsèques du président Rawlings. C'était un honneur qui a été fait au président Afi. Et cet honneur-là est issu de la résultante de cette alliance-là. Maintenant, si aujourd'hui, certains cadres émérites du FPI se rendent compte qu'on rompt cette alliance-là sur des raisons personnelles, parce qu'on reprocherait peut-être au RHDP de ne pas avoir assez œuvré pour se faire élire chez lui dans le Moronou, et qu'on veuille retourner chez celui qui a traité le FPI d'Afi d'enveloppe vide, qui a refusé de saluer la délégation du FPI lors des funérailles du président Bédié, tout et tout. Aujourd'hui, c'est normal que certaines personnes, et comme il le dit lui-même, il a traité ces personnes-là d'être de mauvaise foi. Mais moi, je ne pense pas que Maître Dago, qui est un cadre émérite de l'ex-FPI, où était M. Lia Afi tout au côté du président Gbagbo, qui se retrouve aujourd'hui au FPI, qui est juriste, qui est avocat, ne sache pas lire les textes du FPI, les interpréter et y déceler des faiblesses liées à cette convocation du Congrès et ainsi rester en justice pour que ce Congrès-là se déroule dans les règles de l'art, conformément, je pense, au texte du FPI et au texte qui régissent l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est plutôt M. Afi qui devrait lui-même faire son autocritique, faire son introspection et se rendre compte qu'il a des décisions qui portent préjudice à la machine FPI et qu'il devrait revoir sa gestion du parti. Merci Arsène Anoma. Léa Ferdinand, est-ce que vous voyez cette démarche comme une tentative de division du Front populaire ivoirien? Moi, vous savez, les analystes, là, vous prenez vos informations où? Je vous écoute. Mais quand vous dites que c'est la résultante du partenariat avec le RHDP qui a fait honneur à Pascal Affi-N'Guessan pour aller représenter Ouattara. Mais Jerry Rawlings est décédé en 2020. Oui. Ou bien vous avez oublié ça? Non, je n'ai pas oublié. Ah, mais si vous n'oubliez pas, pourquoi vous parlez des résultantes? Pour quelque chose qui a lieu en 2023. Oui, mais... non, s'il vous plaît. Non, quand vous parliez... D'accord, finissez. Alors donc, notez. Finissez. Notez. Ne dites pas les choses pour corrompre les Ivoiriens. Et on est sur ce plateau pour dire ce qui est vrai. Et quand vous prenez la parole, faites tout pour rassurer ceux qui vous écoutent. Non, ce n'est pas la résultante de ce partenariat. Encore que, représentant, comme vous le dites, au Ghana, est faux. Et je mets au défi... Qu'est-ce qui est vrai? Les autorités ivoiriennes, pas vous. Je mets au défi les autorités ivoiriennes pour qu'elles viennent dire sur un plateau de télé, en tout cas en présence de toutes les chaînes, en notre présence, qu'Affi-N'Guessan a été représenté à Alassane Ouattara au Ghana. Non, monsieur. Affi-N'Guessan était sous contrôle judiciaire en 2020, quand il sortait de prison. Il est sorti. Il devait se rendre aux obsèques au Ghana. Mais soit l'État ivoirien accepte qu'il sorte et on l'accompagne avec les gardes du corps qu'il faut, parce que sous contrôle judiciaire, vous savez ce que c'est. Ou sinon, allez vous renseigner sur ce que c'est. Alors quand Afi se rend au Ghana, il va dans le même avion qu'Adama Tounkara, qui est le chef de délégation, conduit, sinon commis à la tâche par le président Alassane Ouattara. Il n'est pas allé représenter Alassane Ouattara, il est allé représenter le Front populaire ivoirien. Donc si je vous comprends bien... Il est allé aux funérailles d'un ami, d'un camarade, non, je voudrais bien comprendre. Sous acceptation de l'État de Côte d'Ivoire. Donc si je comprends bien, Afi a été escorté. Oui. Il a été escorté. Oui, et je le dis. Oui, je le dis. Allez faire vos vérifications et puis si vous avez d'autres informations, ben maintenant je vous mets au défi. On dira donc qu'il serait mieux d'être sous contrôle judiciaire alors en Côte d'Ivoire. Il était sous contrôle judiciaire. Avec tous ses privilèges. Mais sous contrôle judiciaire, c'est un ancien Premier ministre, monsieur. N'oubliez pas, il est président du Front populaire ivoirien. Ça aussi, n'oubliez pas. Alors, est-ce que vous voyez... Attendez, je vais vous dire une chose. Allez-y rapidement. Je vais vous dire une chose. Vous savez, les hommes politiques ne sont pas des hommes ordinaires. En tout cas, quand ils sont carrément déclarés comme les Affi-N'Guessan, comme les Laurent Gbagbo, comme les Alassane Ouattara, comme les Touré Mamadou, ils ne sont plus des hommes ordinaires. À partir de ce moment, il y a un droit de regard sur eux. Non seulement des organisations de la société civile qui gèrent les droits de l'homme, mais aussi des gouvernements dans lesquels des États dans lesquels ils sont. Est-ce que vous voyez la saisie de la justice par Maître Dagbo Godé comme une tentative de division du Front populaire ivoirien? Non, moi je ne vois pas ça comme ça. De l'extérieur, vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, ce que je vois,
c'est que Maître Dagbo Godé veut avoir raison. Donc, il demande à la justice de bien lire les textes qu'il n'arrive pas à lire lui-même. Et donc, je sais qu'à l'issue de ce procès auquel il nous appelle, à la lecture des textes qui nous régissent, nous tous, qui régissent le Front populaire ivoirien, il sera débouté, clairement. Je vous ai cité l'article 32. Et cela pourrait affecter le parti, hein? Non, ça ne peut pas affecter. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que un militant qui est bien formé ne saurait se laisser ébranler par ce qui est en train de se faire là. Et ce qui me plaît chez nos camarades, vous avez assisté à une conférence de presse de M. Issaka Sangaré qui a dit et déclaré la naissance d'un courant. Mais le courant n'exerce qu'au sein du parti. C'est à eux donc de pouvoir œuvrer et de venir convaincre des gens comme nous là, à dire que la voie que nous avons choisie est la voie qui est bonne pour le Front populaire ivoirien, qui pourra faire que le Front populaire ivoirien arrivera au pouvoir en 2025. S'ils nous ont convaincus sur ça, je vous jure que moi, je les rejoindrai. Sinon, ils seront au sein du parti, des militants, et ils auront le temps d'exprimer leurs idées. D'ailleurs, cela participe à la consolidation de la démocratie interne. Et on ne voit pas de... À moins qu'ils soient animés par la mauvaise foi. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. S'ils ont d'autres intentions que de promouvoir en interne la démocratie, que de promouvoir en interne leurs idées, s'ils n'ont d'autres idées que cela, pourquoi est-ce que je vais penser à une division du populaire ivoirien? Est-ce que vous pensez que le congrès du FPI pourrait être l'occasion de résoudre ces tensions au sein du parti en tant qu'analyste? Bon, d'abord pour moi, le congrès du FPI, dès le moment où M. Dago a été en justice, la tenue du congrès du FPI est frappée déjà d'incertitude. Parce qu'il faut qu'on attende d'abord la décision de la justice pour voir ce qu'il en est. Et là où moi je ne suis pas d'accord avec M. Lia, c'est lorsqu'il parle de mauvaise foi. À la limite, il taxe M. Dago et ses camarades de personnes incompétentes. Et comme je l'ai dit tantôt, je ne pense pas que M. Dago n'ait pas suffisamment et bien lu les textes du FPI, n'ait pas d'argument recevable pour prendre sur lui d'ester en justice. Maintenant, concernant la tenue du congrès, pour moi, je ne projette pas encore sur ça. J'attends la décision de justice pour voir si le congrès se tiendra effectivement ou pas. Parce que dès le moment où, lorsque l'une des parties demande à la justice son avis, quitte à la tenue effective ou pas du congrès, car cette convocation du congrès est frappée de certaines irrégularités, il ne faut pas faire la politique de l'autruche, il ne faut pas présager des choses en allant directement au congrès et en faisant fi d'ignorer ce que les gens disent. Il parlait tantôt de démocratie, mais il disait que s'ils étaient mus par des sentiments démocratiques, ils allaient rester. Mais la démocratie aussi aurait voulu que on ne les relève pas de leur fonction. Du moment où ils ont exprimé un désaccord vis-à-vis de la conduite du président, ils auraient pu rester en fonction et puis continuer à exprimer leur désaccord, à faire vivre leur courant. Du moment où on les relève parce qu'ils ont objecté contre la ligne désormais prise par le président Afi et lui, ses fidèles, c'est qu'il y a un déficit de démocratie de la part de Afi et ses fidèles. Bien. Lia Ferdinand, y a-t-il des points touchés par Arsène Anoma et l'ex-vice-président du FPI, le Dagbo Godé, sur lesquels vous souhaiterez réagir pour terminer ce chapitre? Mais l'analyse, là, il me crée beaucoup de choses. Pour vous, la démocratie... Il vous inspire, c'est ça? Non, il ne m'inspire pas même. Ces propos me désolent. Et ça m'amène à douter sur sa capacité à avoir géré son organisation dont il dit avoir été président. Parce que vous n'acceptez pas que je dise ce qui ne vous plaît pas. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Non, ça me plaît. C'est justement parce que ça me plaît que ça me désole. Alors, je dis, vous, dans l'exercice de votre fonction en tant que chef, qu'une grande partie, sinon la totalité, des militants de votre organisation vous ont confié, on vous dit d'agir. Et à l'intérieur de ce que vous avez choisi pour vous accompagner, il se trouve des gens qui disent non, nous ne voyons plus la même route que toi. La meilleure des façons, c'est de dire, comme on ne regarde plus dans la même direction que toi, on démissionne. Ça, c'est un principe.
de démocratie. L'autre principe, c'est comme vous ne voyez pas dans la même mesure, sinon dans la même vision que moi, et que je vous avais choisi pour m'accompagner, pour atteindre des objectifs qu'on m'a assignés, et que désormais vous ne pouvez pas m'y accompagner, comme vous n'avez pas le courage de démissionner, je vous démets. Monsieur, c'est la démocratie. Merci. Je ne suis pas sûr Allez-y que rapidement. le président Alassane Ouattara, dans son gouvernement actuel, quelqu'un dise, moi, ministre de temps, je ne suis pas d'accord avec toi et que le président Alassane Ouattara le laissera continuer dans son gouvernement. Je ne suis pas sûr. Monsieur, ne faites pas en torse ouverture, ne redéfinissez pas la démocratie. Vous n'allez pas assujettir la gestion d'un gouvernement. Ah, mais vous ne savez pas qu'un parti politique, c'est un État en miniature? Non, ce n'est pas un État en miniature. Vous ne savez pas que c'est une association privée qui aspire à gérer. Non, c'est un État en miniature. Mais ce n'est pas un État en miniature. Non, je vous donne ça. Non, ce n'est pas un État en miniature. Bon, je vous donne l'information. Peut-être que vous ne le savez pas. Maintenant, ce que vous dites, en fait, peut-être que vous ne le savez pas. L'association privée politique, non, vous ne le savez pas. L'association politique n'appartient pas au chef. N'appartient pas au chef. C'est comme l'État n'appartient pas au chef. Ce que M. Godet dit. M. Godet dit que les décisions qui sont prises par le président Afi ne sont plus des décisions collégiales. Il vous a dit, quelles sont ces décisions? Non, par exemple, le fait que... De quoi? Par exemple, il est temps que le comité central ne fonctionne plus depuis un moment. Ça veut dire quoi, le comité central ne fonctionne plus depuis un moment? Il dit aussi qu'il n'est pas d'accord. Comment devait fonctionner, monsieur? Il n'est pas d'accord. Comment devait fonctionner le comité central? Il n'est pas d'accord avec la rupture, la décision. Mais il n'est pas d'accord, c'est son droit. Avec le RHDP, d'autant plus que cette alliance-là a voulu apporter beaucoup, et c'est palpable. C'est palpable. C'est vous qui le dites, c'est pas nous. Mais attendez que je vous rappelle quelque chose. C'est des faits. Merci Arsène Arnaud. Allez-y, Lia Ferdinand. C'est des faits. Quand vous êtes un analyste, on dit analyste. Globalement, on calcule en globalité, le FPI se retrouve avec des élus. Est-ce que vous avez fait le point avant? Vous avez fait le point de 2018 à 2023? Merci Arnaud. Allez-y, répondez. Non, vous ne l'avez pas fait. Est-ce que avant cette alliance-là, le FPI, qui n'était pas en alliance avec le RHDP, avait le même nombre d'élus locaux qu'il a actuellement? Je vous ramène à des recherches. C'est pourquoi je dis, monsieur, non, je vais vous donner l'information. Ok, donnez l'information. Ne vous pressez pas. Je ne suis pas pressé. Voilà, quand on vous donne une information... Ce n'est pas vous aussi qui déterminez le tempo. Quand on vous donne une information, le mieux à faire, c'est de faire des recherches. Est-ce que ce qu'il m'a dit est vrai? Mais ce que M. Dabo dit est grave. Quand il dit que ce qu'on a est palpable, mais entre 2023, entre 2018 et 2023, moi j'étais conseiller municipal. Hein. Vous ne savez pas ça? Non, vous ne savez pas parce que vous n'avez pas fait la recherche. Entre 2018 et 2023, le Front populaire ivoirien avait au moins un président de région. Entre 2018 et 2023, le Front populaire ivoirien avait au moins 7 ou 8 vice-présidents de région. Entre 2018 et 2023, le Front populaire ivoirien avait entre 219 et 220 conseillers municipaux. Vous parlez de quoi? Et actuellement? Et actuellement, on est à 219. Vous parlez de quoi? 219, où est l'acquis majeur? 219 en totalité. Oui, contre 206 en... Vous parlez de quoi? Où est l'acquis majeur? Où nous sommes que des conseillers... Mais le conseiller municipal, il représente quoi dans la mairie? Donc, j'ai l'impression... Non, monsieur, le conseiller municipal représente quoi les adjoints dans au la maire, mairie? les adjoints au maire. Les adjoints au maire. À Bobo, Yopougon. Vous avez 3 vice-présidents de région. 3 quoi? 3 selon localité. Et moi, j'ai l'impression que ce qui choque aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui choque beaucoup au sein du FPI, je dirais tendance AFI. Non, ne dites pas tendance AFI. Non. Laissez-moi mettre continue le débat. Non. Vous dites ce qui est juste. Il n'y a pas de tendance AFI au FPI. Il y a le FPI. Incarné par le président ce qui gêne. Il faut dire. Non, il faut dire. Allez, posez votre question. Quelle est la question? Allez-y. Et c'est fidèle. C'est plutôt le fait que... AFI n'a pas de fidèle. Non, mais... Ne dites pas les choses qui ne sont pas fidèles compagnons, fidèles compagnons. Non, des gens qui lui sont fidèles. Les militants du Front populaire ivoirien. Non, parce que même dans les militants du Front populaire ivoirien, il y a des personnes qui sont fidèles à Ahmed Dago et à ses camarades, les Isiaka et autres. Donc, on ne peut pas dire que tous les militants du FPI sont fidèles au président Afi. Allons-y, donc je vous écoute. Voilà. Donc, ce qui gêne aujourd'hui le président Afi et ses fidèles, j'ai plutôt l'impression que c'est parce que le président Afi n'a pas été réélu chez lui comme président du conseil régional. J'ai plutôt l'impression que c'est ça le grand blocage, la grande entorse que le président Afi fait à son alliance avec le RHD. Bon, merci, vous allez répondre juste après la réclame publicitaire, vous allez répondre à la question, c'est la pub.
Voilà, nous sommes de retour en plateau. Vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale. C'est du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV présidentielle 2025. Le FPI et l'opposition politique ivoirienne à l'épreuve de la CEI et des divisions internes. Léa Ferdinand, vous aviez la parole avant la pub. Allez-y. Alors, je voulais rappeler à l'analyste que ce n'est pas le poste de président du Moronou qui fonde notre décision à rompre ce partenariat. Mais comme il était défenseur de l'idée selon laquelle il y a des acquis palpables, donc qui doivent nous maintenir dans le partenariat, et que lui-même dit encore que c'est parce qu'Afi a perdu que vous partez, mais c'est qu'il n'y a plus d'acquis palpables. Où est donc l'acquis? Je rappelle qu'en 2018-2023, président des régions, il faut noter 1. Maire, 2. Vice-président, 9. Adjoint au maire, 22. Conseillers régionaux, 51. Conseillers municipaux, 124. Ça faisait un total de 209 élus. Ça, c'était 2018-2023. Aujourd'hui, avec le partenariat que vous avez vu, qui nous a vu faire quelques alliances électorales par endroit, aujourd'hui, président, 0. Vice-président, 5. Adjoint au maire, 19. Conseillers régionaux, 57. Conseillers municipaux, 138. Total, 219. Il y a un gain de 10. Oui, un gain de 10. C'est vous qui considérez ça comme un gain. Pour vous, 10, ce n'est pas un gain. Nous disons que ce n'est pas un gain. Pourquoi? Je vais vous le dire. Ce n'est pas un gain parce que c'est personnifié Non, ce n'est pas par parce le fait que le président Afi n'a pas été réélu. Non, ce n'est pas parce que... Parce que c'est ce qui vous est farouche. Monsieur, allons-y, je vais vous expliquer. Comme vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Un vice-président en Côte d'Ivoire est salarié. Sinon qu'il perçoit un pécule chaque fin de mois. Cela lui permet de pouvoir régler quelques problèmes politiques. Un vice-président. Et c'est au-delà du million. Vous comprenez? Quand vous en aviez 9 et que vous vous retrouvez avec 5 et que ces 5 sont démarchés par le RHDP qui deviennent RHDP, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi? Parce qu'au lieu de rester, s'il vous plaît... Ça, c'est une affirmation. Ah, mais ce sont des... Vous aurez l'occasion de répondre tout à l'heure. Je vous donne le cas. Je vous dis, je vous donne le cas du vice-président Thierry Taou, dans le Guémon. Vous comprenez? Je vous donne le cas de la vice-présidente dans le lot d'Ibois, qu'on a menacé de démettre de ses fonctions parce qu'il lui avait été interdit de participer à la cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara, que nous avons trouvé incohérent avec les valeurs que nous défendons. Mais, messieurs, quand vous perdez tous ces vice-présidents, il y a quel acquis dans l'affaire? Comme vous pensez que c'est au nom des acquis. Maintenant, je m'en vais vous rappeler que ce n'est pas pour des acquis. Mais ce que nous avons dit et qui a fondé le partenariat, c'est qu'il fallait faire la promotion de la réconciliation, de la cohésion nationale et de la démocratie. Nos camarades nous ont dit, nos amis en face nous ont dit que tout était acquis. Mais vous êtes analyste. Vous avez vu les dernières sorties des militants du PPAC sur la question de l'inscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste. Tantôt on parle de décision politique, tantôt on parle de décision juridique, mais finalement on se retrouve dans une décision politique parce que Laurent Gbagbo, condamné à 20 ans en prison, marche partout à Abidjan. Pourquoi? Parce que le président de la République a bien voulu le gracier. Mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout en introduisant une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale et faire de ce monsieur un citoyen comme les autres, donc il pourrait en jouir? On dit qu'il ne jouit pas de tous ses droits de citoyen, mais on lui donne une rente viagère. On dit qu'il ne jouit pas, ou bien c'est seulement du droit électoral qu'il n'a pas, qu'il ne doit pas bénéficier. Vous voyez, pour nous, ce sont des questions cruciales. Et c'était pour ça
que nous avons décidé de parler avec nos camarades du RHDP. S'ils ont jugé nécessaire que ça n'en valait pas la peine, bien monsieur, ça n'en vaut pas la peine. J'allais en venir, donc pour vous, la décision au sujet de Laurent Gbagbo est une décision politique et non juridique, c'est ça? Mais nous l'avons toujours dit, et nous assumons notre position. La condamnation de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est politique et nous assumons cette position. On vous a bien compris. Allez-y. Vous comprenez? Vous avez l'occasion de répondre. Allez-y. Aujourd'hui est devenu le porte-voix des revendications du PPACI. Non, alors, monsieur. Quelle lecture faites-vous de Laurent Gbagbo qui est absent sur la liste électorale? Moi, je reste fidèle à ma lecture et à mon analyse. Le président Gbagbo est sous le coup d'une condamnation qui le prive de ses droits civiques et politiques. Voilà. Et le fait qu'il ne soit pas sur la liste électorale, il n'est pas sur c'est le résultat de sa condamnation. Ce sont les effets liés à sa condamnation. Voilà. Pour moi, ça s'arrête là. Maintenant, si le président Laurent Gbagbo et ses militants veulent qu'il y ait un arrangement politique qui puisse lui permettre d'être sur la liste électorale en qualité d'électeur et de potentiel candidat, qu'il continue les négociations politiques pour voir dans quel cadre cela pourrait se faire. Mais aujourd'hui, au vu des lois qui régissent l'État de Côte d'Ivoire, il est sous le coup d'une condamnation. Il n'a pas le droit d'être sur la liste électorale, donc il a été retiré sur la liste électorale. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est un fait acquis. Donc, bien, il y a Ferdinand un commentaire sur ces propos du président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Cuibière, devant l'Assemblée nationale. Le président Laurent Gbagbo, en l'état actuel, ne peut pas être candidat en 2025, car c'est la loi qui le dit. Commentaire. Et c'est là que ça va étonner l'analyste qui pense que nous prenons fait et cause pour Laurent Gbagbo. Monsieur, on est dans un état de droit. Et en l'état actuel, la justice dit que Laurent Gbagbo est condamné. En vertu de cette condamnation, elle a transmis des papiers à la CEI qui, elle, a constaté qu'on doit retirer Laurent Gbagbo de la liste électorale. Il a été retiré. Je m'en tiens au procès qui a été fait à Laurent Gbagbo et à la condamnation. Ce que je dis et qui fondait notre démarche parlant de réconciliation, c'est qu'on ne commette pas des erreurs. Laurent Gbagbo a fait ce qu'il fallait hier pour que Alassane Ouattara soit sur la liste électorale, qu'il soit candidat avec l'application de l'article 48. Ce que nous demandons au président Alassane Ouattara, c'est que le droit est là. Mais c'est dans ce même droit-là que tu l'as gracié. Donc pour ne pas que une frange de la population ivoirienne se lève demain et fasse tout et n'importe quoi, il faut préserver nos acquis de paix. Et parlant de ça, introduire Laurent Gbagbo sur la liste électorale ne fait pas de lui le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Le dire, c'est défendre les valeurs de paix dont Alassane Ouattara se réclame lui-même toujours. Et il n'est pas le seul. Il y a les cas Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Il y a une amalgame grave, il y a une interprétation. Interprétation, non, on ne fait pas d'interprétation, monsieur. Le fait que le président Gbagbo ait utilisé l'article 48. Non, je ne suis pas en train de comparer les choses. Non, vous avez parlé. En état de crise. Vous avez parlé. Vous allez répondre tout à l'heure. Allez-y. Le président Gbagbo a utilisé l'article 48 pour rendre certains de ses adversaires politiques candidats. Oui. On était dans une situation particulière. C'était quoi? Et on était dans une situation de crise. C'était une situation de crise militaire. Laurent Gbagbo condamné là. Je viens. C'était quoi la conséquence? Militaire. Et cette utilisation de l'article 48 était l'une des conditions pour sortir de la crise. Donc le président Gbagbo n'a pas été comme le bon samaritain qui aime, qui décide, comme le dit la Bible, lorsqu'on te tape sur la joue gauche, tu donnes la joue droite pour faire appeler tous ses adversaires à venir l'affronter. C'est parce qu'il était il s'est avéré, et moi je le dis, il s'est avéré dans une certaine, il a été incapable de protéger son pays contre ne partez pas dans tous les sens, monsieur. Je ne vais pas dans tous les sens. Non, vous allez dans tous les sens. Lorsque vous parlez, je vous laisse parler. Mais n'allez pas dans tous les sens aussi. Vous parlez, non, nous ne sommes pas. Non, vous partez ici, vous partez là. Moi, je vais vous suivre. Merci bien, Ferdinand. Mais je vais vous suivre. Il finit et vous répondez à la question. Allez-y. Le fait que le président Gbagbo ait utilisé l'article 48 est la résultante d'une crise politico-militaire qui est résultante à un mouvement de rébellion armée. Et si c'est arrivé là, il a été contraint d'utiliser l'article 48. Il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Et le schéma n'est pas pareil. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix.
La Côte d'Ivoire en paix, les Ivoiriens vivent en paix. Le pays se construit. Si aujourd'hui, il doit avoir un arrangement politique, on ne peut pas prendre le précédent que le président Gbagbo a utilisé l'article 48 pour que le président Ouattara aussi fasse ça. Non. S'il doit avoir des arrangements politiques, que le président Gbagbo et son parti et ses alliés, dont je suppose que désormais le FPI, parce que ne nous prêtez pas d'intention, monsieur. Mais là aujourd'hui se retrouve comme défenseur. Non, je me suis toujours trouvé comme défenseur de Laurent Gbagbo. Du FPI. Vous comprenez? En contact toujours dit, avec on a le parti assumé au pouvoir, nos positions. pour voir dans quel cadre il peut avoir un arrangement politique pour le président Gbagbo d'être sur la liste électorale. Merci, je vous ai entendu. Merci Arsène Anoma. Je vous ai entendu dire que vous êtes un parti d'opposition. Pourtant, le vice-président Dagbo Godé a dit sur ce même plateau que le FPI n'est pas un parti d'opposition. Mais ça n'engage que Dagbo Godé. Et quelle est votre réplique face à cette sortie? Pourquoi vous voulez que je fasse une réplique à une telle Vous êtes du même parti politique? Non, je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas répondre à ça. Dire que le Front populaire ivoirien n'est pas un parti d'opposition, ça n'engage que Dagbo Godé, qui se considère désormais comme gouvernant de ce pays. Moi, je ne gouverne pas. Voilà, il n'y a pas une liste de concours, il y a eu le nom de l'IA par amitié. Il n'y a pas une liste de concours où on a pris des militants du Front populaire ivoirien puis on les a jetés dans la fonction publique. Il n'y a pas un seul ministre en Côte d'Ivoire qui peut dire que l'IA est venu me dire qu'il avait un cas et que j'ai résolu. Donc je ne gère pas le pays. Bien. Maintenant, si Dagbo Godé pense qu'il gère le pays et donc qu'il n'est plus un opposant, mais c'est dans la démarche là qu'il est. Donc laissons-lui ce qu'il fait. Mais seulement je vais rappeler à l'analyste. Parce que j'ai dit que nous sommes sur un plateau. Allez-y, répondez un peu vite, s'il vous plaît. Je ne suis pas porte-voix de Laurent Gbagbo. Vous avez dit qu'il a pris l'article 48 dans un contexte de crise. Nous disons que le président Alassane Ouattara peut user de son pouvoir pour introduire une loi d'amnistie. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire sort de 2010, où lui, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo étaient les acteurs majeurs. Ils peuvent finir leur carrière politique en s'appelant frère. Et en allant à la présidentielle de 2025, pour un match retour bis. Non, je ne suis pas dans ces considérations. Non, arrêtons. Je ne suis pas dans ces considérations. Je dis que ces deux grands acteurs de la politique ivoirienne peuvent finir leur carrière en s'appelant frère. Il ne faut pas qu'on se laisse sur un sentiment qui va plus tard créer des ressentiments au sein de la population. Parce qu'à eux deux, ils pèsent quand même lourd. Et nous le reconnaissons. C'est pourquoi nous appelons à la paix des braves. Nous ne disons pas que Alassane Ouattara doit faire comme Laurent Gbagbo. Mais il peut aussi le faire. Parce que la paix des braves ne passe pas inéluctablement par le fait que Alassane Ouattara, heureusement que Alassane Ouattara n'est pas dans votre tête. Bien. Parce que s'il était dans votre tête, la Côte d'Ivoire serait permanemment en danger. Non, pas du tout. Parce que quand vous orientez les choses comme ça, c'est grave. Non, c'est pas grave. Merci Liam Ferdinand. Nous allons poursuivre avec la commission électorale indépendante. Quelles sont pour vous les principales critiques du FPI à l'encontre de la CEI? Ou aucune? Oh, mais si, pourquoi aucune? Pourquoi aucune? Quand l'un des membres encore du FPI, le vice-président Godé, a dit sur ce plateau qu'il ne reproche rien à la CEI, que pour lui, la CEI joue bien son rôle. D'accord. OK. Le budget alloué à la CEI est de 12 milliards. Et je sais que la CEI, pour que je sois plus précis, je ne citerai pas les articles parce que je ne les connais pas tous en ce qui concerne le code électoral. Mais ce que je sais, et je pense à l'article 6, c'est que chaque année, il doit y avoir révision de la liste électorale. Vous avez fait révision chaque année dans ce pays. À partir de ce moment, quand un militant s'assoit ici et qu'il dit qu'on ne reproche rien à la CEI, c'est être malhonnête. Et je ne voudrais pas que, pour un oui ou un non, on ne dise pas la vérité aux Ivoiriens. Alors pour vous, comment restaurer la confiance entre opposition et CEI? Déjà, qu'elle fasse pour les 6 milliards alloués chaque année à la révision de la liste électorale, qu'elle les utilise déjà à bon escient. C'est déjà un premier pas. Parce que ce n'est pas fait. Or, il y a de l'argent public
éjectés. Mais qu'est-ce que vous dites que ce n'est pas fait? Mais est-ce que chaque année, on vous parle de recensement? Ce n'est pas moi qui le dis, ça ce n'est pas un secret de polichinelle. Vous n'allez pas... Est-ce que chaque année, dans ce pays, vous, en tant que journaliste, l'analyste qui est devant moi, est-ce que chaque année, on participe à une révision de la liste électorale? Non. C'est à la veille des élections qu'on court toujours dans un délai bref de 2 ou 3 semaines pour aller faire des révisions de liste électorale. Si la CEI se donne pour droit de faire ça, déjà, on a un gain. Autre part, les nombreux décès qui se retrouvent sur la liste électorale. Mais la CEI est un organe, on m'a dit, indépendant. Mais pour cette indépendance-là, elle peut introduire des propositions. Par exemple, comment enlever les différentes morts sur les listes électorales? Parce que, vous savez, quand on meurt, on demande des certificats. Et c'est à la présentation de ces certificats que la CEI peut enlever les morts sur les listes. Mais aujourd'hui, on a des audiences foraines qui se font. Depuis la loi, le décret de 2018, où le président a bien voulu qu'il y ait des audiences foraines. Et actuellement, où je suis en train de vous parler, l'audience foraine a lieu à Dioké, qui est chez moi. Là-bas, on demande seulement des témoins. Mais on peut aussi demander des témoins dans les différentes CEL. Mon parent est mort, enlevez-le sur la liste. Parce que l'acte de décès coûte cher. On m'a dit que ça fait 50 000 francs. Mais c'est quel Ivoirien, avec le pouvoir d'achat que nous connaissons ici, va prendre 50 000 francs pour juste aller enlever son parent sur la liste électorale? Le président de la CEI a parlé même des faire-part qui peuvent attester qu'une personne n'est plus de ce monde. Est-ce que c'est appliqué? Justement, c'est Est-ce que vous avez essayé? Mais c'est parce que j'ai des témoignages que je suis en train de vous parler de 50 000 francs. C'est parce que j'ai des témoignages. Donc, quand on regarde ces faits, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Le président de la CEI, c'est un personnage que j'admire bien, pour ce que quand il prend la parole, il parle bien le droit, mais il n'applique pas bien le droit. Et c'est ça mon problème avec lui. Merci Lia Ferdinand. Est-ce que vous pensez que la CEI est-elle prête à garantir des élections transparentes en 2025 malgré les critiques de l'opposition politique? Moi, je pense que l'opposition fait preuve de mauvaise foi. L'opposition fait preuve de mauvaise foi. M. Lia a participé à des élections locales. C'est cette même CEI-là qui a fait de lui aujourd'hui un élu local. Aujourd'hui et hier, comme il a dit lui-même. C'est cette même CEI-là qui a donné à son parti 219 élus locaux. Moi, je ne vois pas en quoi aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais la CEI fait de son mieux. Lorsqu'il parle, par exemple, des décès, des certificats de décès, mais on ne produit pas un certificat de décès uniquement pour se faire retirer sur la liste. Je pense que lorsque quelqu'un décède, qu'il soit décédé à la maison ou bien à l'hôpital, on établit un certificat de décès pour procéder à son inhumation ou bien pour d'autres faits administratifs. Non, le certificat de décès qui a été produit lorsque la personne est décédée, ce certificat de décès-là peut servir à être proposé à la CEI pour qu'il soit retiré. On ne demande pas aux gens de venir produire un nouveau certificat de décès pour que quelqu'un soit retiré sur la liste électorale. Et puis lorsque le président de la CEI le dit, c'est pour prendre des garanties juridiques, des garanties pour éviter qu'il y ait des dérives, il y ait d'autres choses. C'est à cause de ça il demande cela. Donc c'est rien mauvais qu'on demande aux gens de produire des certificats de décès. Et quand il parle de révision de la liste, comme je l'ai dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais la CEI fait de son mieux. La CEI fait de son mieux. Et c'est cette même CEI-là qui organise les élections à chaque fois qu'il y a des élections. À chaque fois qu'il y a des élections, le problème de l'opposition ivoirienne et de nos hommes politiques en Côte d'Ivoire, c'est que les gens refusent de reconnaître leurs acquis, leurs résultats pendant les élections. Tout le monde pense qu'il peut gagner. Et surtout à la présidence, tout le monde pense qu'il peut être président de la République. Donc lorsqu'il y a un résultat qui ne va pas en faveur de quelqu'un, en même temps, ils trouvent la CEI comme étant le bouc émissaire. Alors que les élections se passent d'abord localement. La CEI ne fait que centraliser les résultats qui lui viennent des CEI locales. Donc la CEI ne peut pas en elle-même venir tripatouiller des résultats pour donner des choses, des scores à des personnes qui ne sont pas vraies. Lorsque les élections finissent, par exemple, moi je vote à Bobo, quand les élections finissent, c'est affiché dans l'école. Tout le monde peut venir voir, le décompte est fait publiquement. Lorsque les représentants des candidats sortent du bureau de vote ou du lieu de vote, chacun a son résultat et les remontées sont faites.
Donc moi, je pense que c'est un mauvais procès qui est fait à la CEI, tout simplement parce qu'on sait soi-même ce qu'on vaut politiquement, on sait soi-même l'audience qu'on vaut politiquement. Est-ce que le problème n'est pas lié à la composition même de la CEI? Mais pointe du doigt l'opposition et même la société civile. Hein. Mais la composition de la CEI, c'est pas maintenant que la CEI est composée de personnes qui ont je dirais, des accointances, si je peux dire, des familiarités politiques ou des personnalités de la société civile. La CEI a toujours été composée comme ça. Mais on peut avoir une certaine familiarité politique, mais se retrouver au sein de la CEI et bien faire son travail. Merci. Léa fait une réaction sur la composition de la CEI. Vous savez, j'ai dit que le Front populaire ivoirien est un parti républicain et légaliste, donc qui s'en tient à ce que les tests disent. Cette composition de la CEI, en l'état actuel des choses, est une émanation d'un test de loi. Il n'y a rien à dire. Je ne vais pas aller contre ça. Je ne vais pas aller contre ça. Mais je dis, et le Front populaire ivoirien dit, qu'il y a des irrégularités sur la liste électorale, et bien parce que la CEI ne fait pas son travail. Le dire, ce n'est pas sanctionner la CEI, c'est lui rappeler son devoir pour lequel l'État de Côte d'Ivoire alloue chaque année un budget. L'audit de la liste électorale est un impératif pour que nous allions à des élections justes et transparentes. Auditer la liste électorale, ce n'est pas faire un mauvais procès à la CEI, monsieur. Il y a 6 milliards des Ivoiriens alloués chaque année pour ça. Où ça rentre? Parce que je n'ai pas vu la Cour des comptes épingler la CEI sur l'utilisation de ces 6 milliards. Je n'ai pas vu. Si vous avez des informations, donnez ça aux Ivoiriens. Puisque cette chaîne est suivie, et je vais vous dire une chose. Quand je dis que le Front populaire ivoirien est un parti légaliste et républicain, vous ne pouvez peut-être pas le croire. J'ai participé à des élections, moi. Et quand j'ai perdu, j'ai appelé celle qui a gagné pour lui dire félicitations. Ça, c'est vous. Oui, mais c'est moi. Et c'est comme ça le Front populaire ivoirien. Non, c'est vous. Quand le président Afi a perdu dans le Moronou, il a reconnu sa défaite. Oui, mais il ne pouvait pas faire autrement. Vous voyez, ça c'est moi, soit il ne peut pas faire autrement. Mais vous voyez, quand vous avez cette double langue, comment vous voulez que les Ivoiriens vous prennent au sérieux quand vous êtes un analyste? Non, qu'est-ce que vous appelez double Alors, langage? Ce que j'appelle double langage... Et justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que j'ai dit que les élections, logiquement, les élections, monsieur. Même les élections présidentielles sont le fruit de ce qui se passe localement. Vous avez fini? Donc le président Afi, en reconnaissant sa défaite, c'est normal. Non, c'est vous qui critiquez les opposants. Et je vous dis que le Front populaire ivoirien ne doit pas être classé dans la classe des opposants que vous ciblez. Nous sommes des régaliens, nous sommes des légalistes, nous sommes des républicains. Quand nous avons perdu, nous savons que nous avons perdu et nous disons félicitations à celui qui a gagné. Mais quand nous disons que la liste électorale doit être auditée, mais c'est parce qu'il se trouve des vampires sur cette liste électorale. Il faut donc l'épurer. Le FPI est républicain, pourtant le FPI des AFI a pris faire cause pour le CNT en 2020. Oui, et nous l'assumons. Et vous l'assumez en tant que républicain? Oui, parce que nous avons été en face d'un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Et vous n'allez pas dénier ça. Vous parlez tout à l'heure. Je suis en train de vous dire. Pour terminer, il nous reste quelques secondes. Oui, le mandat du président actuel est constitutionnel. Le mandat est constitutionnel. Non, il n'est pas constitutionnel. Si le mandat est constitutionnel, merci Hassan Anouma. Là, vous n'êtes pas merci. Parce que vous allez répondre rapidement. Vous allez répondre. Merci. Il nous reste 15 secondes pour terminer rapidement cette partie. La troisième République n'annule pas les effets de la deuxième République. Bien, ça c'est la lecture que vous faites. Merci, c'est malheureusement la fin de cette partie. Ce sera l'occasion de faire un prochain. Acceptez ça. Merci. Et c'est au nom de la paix qu'on le laisse. Merci. De toutes les façons. Merci Léa Ferdinand. Merci Léa Ferdinand. Merci Hassan Anouma. Merci Hassan Anouma. Chers téléspectateurs, c'est la fin malheureusement de ce sujet. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Nous allons faire maintenant place à la prochaine rubrique, le carton rouge.
Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités feront des coups de gueule sur des sujets qui ont trait à la vie de la nation, des sujets d'actualité. Le premier carton rouge de cette émission avec Arsène Anouma. Mon carton rouge va à l'endroit des supporters de l'équipe nationale du Burkina qui ont envahi le stade lors de leur match qui s'est déroulé le stade Houphouët-Boigny, où ils sont qualifiés. Je salue leur qualification. C'est, je pense, la première nation à se qualifier. Mais j'ai été écœuré de voir cet envahissement de terrain avec des tentatives de dégradation du stade Houphouët-Boigny. Voilà, je n'ai pas du tout aimé et j'attends de la CAF qu'elle prenne des sanctions contre les prochaines sorties. Si l'équipe nationale du Burkina doit se produire en Côte d'Ivoire, qu'elle se produise à huis clos et que le stade soit fermé aux supporters. Parce qu'ils ont tenté de dégrader le stade, ils ont mis en danger l'intégrité physique des forces de l'ordre, des stadiers qui étaient présents et des autres supporters qui étaient venus pour assister à un match de football paisible. Pour des gens qui nous rétorquent que nous construisons nos pays à crédit, que nous sommes un appendice de la France, que la Côte d'Ivoire ne fait pas ceci, cela. Aujourd'hui, ils profitent d'une de nos infrastructures que nous avons construites, qui leur permet d'évoluer dans des conditions optimales, de produire du beau football et de se qualifier. Et ils se permettent, à la suite de cette qualification-là, d'essayer de détruire cette infrastructure-là. Je n'ai pas du tout aimé. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, très hospitalier. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire comprendre aux gens que notre hospitalité a des limites. Voilà. Je ne pense pas que des Ivoiriens peuvent partir au Burkina et, pour manifester une joie extrême, faire ce genre d'acte-là. Merci Arsène Anouma. Lia fait une réaction sur ce carton rouge. Si vous en avez, bien sûr. Bon, c'est son opinion. Et puis, il faut... Moi, j'allais dire, c'est vrai que les Burkinabés l'ont fait, un carton rouge, mais d'aventure, il faut prendre beaucoup plus de dispositions, surtout sécuritaires, pour sécuriser et les acteurs sur le terrain et les autres supporters. Ça aurait pu dégénérer. Heureusement qu'on n'a pas observé de grands dégâts, mais je respecte son carton rouge et ça doit faire école aussi dans tous les autres pays où se déroulent les activités de la CAN ou de la CAF. À vous maintenant de faire votre carton rouge. Alors, comme nous sommes dans le domaine du sport, je vais rester comme mon ami sur ce plateau, rester dans le domaine du sport et donner un carton rouge à la FIF, qui, à mon grand désarroi en tant que supporter de l'Africa Sport National, a fait une volte-face étrangère sur le dossier de la qualification de l'Africa Sport et jusqu'à aujourd'hui qui n'arrive pas à donner des suites à notre équipe afin qu'on participe soit à la Ligue 2 ou à la Ligue 1. Mais nous sommes dans un imbroglio qui ne dit pas son nom. Nous partons de report en report de nos différents matchs. La FIF ne sait plus où donner de la tête. Je donne un carton rouge aux dirigeants de la FIF. Je leur donne un carton rouge aussi parce qu'il y a récemment une affaire de match truqué où le dirigeant ou le directeur chargé des arbitres, Kalou Bonaventure, a été cité. Je voudrais appeler à beaucoup plus de vigilance de la part du président de la FIF, mais je lui donne un carton rouge pour qu'il puisse mieux gérer son équipe et gérer les affaires de la FIF. Bien, 2 cartons rouges sur le monde du football. Arsène Anouma, réaction sur ces cartons. Moi, je pense sur cette histoire de l'Africa. Moi, je suis supporter de l'ASEC, mais je pense que nous avons vécu les duels ASEC-Africa par le passé. Tu as dit que vous êtes opposé politiquement et même sportivement. Hein? Oui, mais le sport, c'est le lieu de la saine opposition. Si les politiques avaient cet esprit de fair play qui était dans le sport, la Côte d'Ivoire vivrait des jours très heureux. Donc moi, malgré mon statut de supporter de l'ASEC, je pense que l'Africa mérite de revenir en Ligue 1. D'autant plus que l'Africa a gagné sa place sur le terrain. Ce n'est pas bon qu'il y ait d'autres choses qui ramènent aujourd'hui l'Africain en Ligue 2, qui soit menacé encore d'intégrer la D3 s'il ne participe pas. Le football ivoirien, aujourd'hui, avec la gouvernance du président Ouattara, la Côte d'Ivoire fait plaisir. Vous avez écouté l'entraîneur du Burundi qui justifiait le fait que le Burundi ait choisi la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit que
La Côte d'Ivoire fait partie des rares pays en Afrique qui peut offrir ce genre d'infrastructures sportives. C'est à cause de ça qu'ils ont choisi de jouer en Côte d'Ivoire. Vous voyez, le Burundi est situé. Ils ont traversé tout ça pour venir en Afrique de l'Ouest. C'est grâce aux infrastructures que nous avons. Et si nous avons ces infrastructures-là, il faudrait que ces infrastructures-là puissent être animées, puissent vivre. Et comment les animer? C'est en produisant un football local avec des derbies qui attirent les populations. Alors que les derbies à SEC Africa, il n'y a pas mieux pour le championnat local. Donc moi, vraiment, je suis partisan du fait que l'Africa puisse revenir en Ligue 1, comme je l'ai dit d'autant plus qu'elle a gagné. Vous voyez qu'on peut toujours s'entendre. Je montre toujours avec mes débatteurs. Non, il n'y a pas de souci. Mais le football est vecteur de cohésion. Ouais, mais justement, il est à SEC, je suis africain, mais il souhaite que l'Africa revienne. Bien. Alors, la dernière rubrique qui arrive, c'est la rubrique des chiffres, le chiffre du jour. Nous sommes dans le chiffre du jour, rubrique dans laquelle nous mettons en avant des chiffres en rapport avec la vie de la nation et d'autres nations également. Le chiffre du jour, c'est 23. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est lié à l'actualité politique. Vous ne voyez pas. Ok, je donne l'information et vous aurez l'occasion de faire un commentaire. En Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale se fera du 19 octobre au 10 novembre prochain, période fixée par un décret pris en Conseil des ministres. Il s'agit d'une première étape à 1 an de la présidentielle ivoirienne. La commission électorale indépendante CEI a donc 23 jours pour faire un premier recensement du corps électoral ivoirien. Il y a fait d'une réaction 23 jours seulement pour la révision. Ah ouais, c'est ce que je décriais tout à l'heure sur ce plateau. On attend toujours qu'on soit à la veille des élections pour lancer une révision de la liste électorale dans un délai court. Je dis cela parce que même les nouveaux majeurs qu'on cible dans les révisions des listes électorales, parfois s'en trouvent sans document, puisqu'il faut, pour participer à cette opération, avoir le certificat de nationalité, avoir un extrait de naissance qui date... Le certificat qui est désormais gratuit. Oui, il peut être gratuit. Il peut être, on le dit, il peut être gratuit, mais le transport, lui, n'est pas gratuit. Parce qu'il faut mettre tout ça... Voilà. Vous voyez, il faut mettre tout ça à l'intérieur. Un individu qui est à Abidjan, qui doit avoir son certificat de nationalité à Guiglo, il paye le transport à au moins 15 000 francs en aller-retour. Et s'il est à Abidjan, qu'il n'a plus de parents, allez-y compter le coût de son loyer qui va lui permettre de son séjour. Donc, nous disons que c'est court, ce délai de 23 jours. Voilà pourquoi nous souhaitons que la CEI fasse son travail chaque année. On n'aura pas besoin de fixer un délai de révision de la liste électorale quand on peut la faire du 1er janvier au 31 décembre. Bien, Arsène Arnaud, ma réaction. Non, moi je pense que, comme je l'ai dit, le président de la CEI même l'a dit, c'est une date, c'est une durée qui est fixée par la loi. Mais rien ne rassure que ça sera prorogé. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire a toujours fait ce qu'il faut pour que les Ivoiriens puissent bénéficier de leurs droits. Et le vote, c'est un droit de tout citoyen ivoirien. Vous voyez que le certificat de nationalité est désormais gratuit. Et c'est dans cette droite ligne-là de permettre à tous les Ivoiriens, pour cette opération, voilà, à tous les Ivoiriens qui désirent avoir les documents qu'il faut pour se faire inscrire sur la liste. Maintenant, à l'issue des 23 jours, un bilan sera fait. Si le bilan est fait et qu'on constate un engouement et qu'on constate qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont laissés sur le carreau, je ne doute pas que l'État de Côte d'Ivoire, sur proposition de la CEI, va prolonger la date. Mais si les chiffres sont bas également, ça va susciter des réactions. Cela dit, il faut étendre la période. De toute façon, moi, je ne fais pas de politique fiction, je ne suis pas dans la fiction. Attendons la période, mais je suis convaincu que l'État de Côte d'Ivoire, si la CEI, au sein de la CEI, tous les partis politiques sont représentés. Et lorsque les partis politiques, chacun fera le bilan, je pense que s'il est convenu, il est normal, il est bienséant, que la CEI propose au gouvernement une prorogation, cette proposition sera faite et le gouvernement ne fera pas de difficultés. Merci Arsène Arnaud. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'être passé. On espère vous revoir encore sur ce plateau. Tout le plaisir. Merci à vous également, Liagnon Ferdinand. Merci à vous. Merci de nous recevoir ici. Je vous ai dit que nous serons toujours disponibles quand il s'agira de dire la vérité aux Ivoiriens. Et parlant de vérité, le président de la CEI lui-même a reconnu sur une chaîne de télévision TV5 que la révision ne se fait pas chaque année. Il avait voulu dire que ça se faisait chaque année. Il s'est laissé reprendre par la journaliste. Et donc, nous continuons d'appeler la CEI à son devoir
à son devoir, à le faire que son devoir. Le reste, laissez la politique gérer. Nous aussi, nous restons disponibles pour vous qui souhaiterez participer à cette émission. C'est du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV. Envoyez juste un message sur notre page Facebook Reflet TV ou bien à notre adresse mail rédaction, tout en minuscule, rédaction@reflet.tv. Je répète, rédaction@reflet.tv. Merci d'avoir suivi cette émission. Également, une bonne semaine à vous. Que Dieu veille sur vous et sur vos proches. Portez-vous bien. À très bientôt et bonsoir.